Bonjour et bienvenue dans le podcast de Zero Waste Toulouse. Je suis Chris et pour le 12e épisode, j'ai le plaisir de recevoir Rémi. Salut Rémi. Salut. Alors Rémi, tu es le président de la Rebouterie. Est-ce que c'est correct? Non, je suis pas président. On est une asso collégiale, donc il n'y a pas de président, pas de trésorier. On est un co-délégué et du coup, moi je suis membre fondateur de la Rebouterie et aujourd'hui j'en suis salarié. Donc je suis même plus co-délégué, mais en tant que salarié, on participe à toutes les décisions de l'association. D'accord. La Rebouterie, qu'est-ce que vous faites? Alors, la Rebouterie, c'est une recyclerie numérique. Alors par recyclerie numérique, on entend plusieurs choses. On entend, on va dire, deux choses principales, c'est-à-dire la première, c'est un espace de formation aux usages du numérique, formation également à la réparation, et deuxième chose qu'on entend, c'est un espace de réemploi, c'est-à-dire qu'on va essayer de lutter contre le gaspillage numérique et par différentes actions. Aujourd'hui, on peut résumer nos actions à 5 actions, on va dire. On a une première action qui est un atelier libre. Donc c'est un atelier où les gens peuvent venir pour apprendre à réparer, à faire face à un bug, voilà, on a quelque chose qui marche pas sur son téléphone ou sur son ordinateur. On vient et nous on diagnostique avec les personnes et les personnes réparent avec nous leur objet ou les remettent en marche en tout cas. Après, on a des formations collectives parce que on s'est rendu compte que oui, avoir des temps un peu comme ça libres où les gens viennent réparer, en fait, ça demandait quand même un peu d'autonomie, alors que les formations collectives, ça permettait que tout le monde fasse la même chose et de développer un peu une cohésion de groupe pour que on se forme par exemple à entretenir un ordinateur, à installer un système, réparer un écran, apprendre la sécurité internet, etc., l'hygiène numérique. Donc on a plein d'ateliers un petit peu comme ça, de sessions de formation de 2 heures comme ça. Voilà. Une troisième action, ça va être c'est la question du réemploi, c'est-à-dire que nous, on reconditionne et on revend à tarif social des ordinateurs et des téléphones. Et d'un autre côté, on a lancé une action qui est de permettre à des personnes qui n'ont pas accès au numérique d'avoir un ordinateur ou un téléphone à 0 €. Donc les gens viennent avec nous, les réparent avec nous, on leur montre tout le fonctionnement, le processus, etc. Et à la fin, ils repartent gratuitement avec une machine de notre stock. 2 autres petites actions. Il y a premièrement, on est une sorte de ressourcerie, c'est-à-dire que si on a besoin d'un câble, besoin de pièces, voilà, on peut soit les emprunter, soit les acheter à prix libre. Donc voilà, on est à cet espace de mutualisation. Même sur les questions de savoir, on a aussi une petite bibliothèque. L'objectif, c'est de pouvoir avoir accès à tout ce qui concerne le numérique. Et enfin, dernière grosse action qu'on a en ce moment, c'est qu'on fait du conseil numérique. On aide les gens dans leur usage basique. On lutte contre ce qu'on appelle la fracture numérique, l'électronisme, pour donner des grands mots. Mais l'objectif, c'est que tout le monde soit autonome au maximum face à sa machine et arrêter avec toute cette technophobie dans laquelle on nous a mise. Ok, donc beaucoup de choses. Ok, on va revenir sur quelques-unes. Déjà, quand on arrive sur votre site, il y a l'agenda. Ouais. Donc voilà, on voit carrément le planning de ce qui est proposé. Ces ateliers, ces ateliers de réparation. Donc on est clair, c'est pas, vous ne réparez pas pour les gens, les usagers, les appareils. Vous le faites avec eux, quoi. Vous leur apprenez comment faire. Et déjà, pour être clair aussi, c'est pas n'importe quel appareil. C'est des ordinateurs, des téléphones, des ordinateurs portables, des tablettes. Et des ordinateurs fixes, on peut rajouter aussi, okay. Nous, on va pas récupérer des dons d'ordinateurs fixes, mais on va accompagner les gens dans leur réparation. Comment ça se passe un peu concrètement? Je peux expliquer. C'est les personnes viennent avec leur machine, nous montrent leurs problèmes. Nous, on explique un peu comment fonctionne la machine.
les tests pour comprendre d'où vient le problème. Donc on fait avec les personnes en fonction de leur niveau ces tests-là. Après on explique voilà quelles solutions il y a potentielles et à la fin du coup soit on lance directement une réparation, soit il faut essayer de trouver une pièce pour s'il y a si on l'a pas, etc. Et à la fin l'objectif c'est que la personne reparte en minimum d'atelier avec sa machine fonctionnelle. Il y a vraiment trois éléments clés pour une réparation. Déjà, il y a du savoir-faire, il y a les outils et il y a les pièces. Donc ça, bon, les pièces, faut parfois les commander. Et après, tout le reste, vous l'avez. Oui, alors on a un stock d'outils qui permet de tout faire sur ordinateur et téléphone et tablette. Ça, y a pas de souci. En savoir-faire, on cherche toujours quand même des bénévoles qui pourraient apporter un petit peu d'autres savoir-faire, mais on peut accompagner quand même sur les 95% des problématiques sur ordinateur, téléphone, tablette. Et au niveau des pièces, voilà, on est une jeune association, mais plus le temps passe et plus on accumule les pièces et plus on peut proposer des pièces d'occasion à nos adhérents-adhérentes. En termes de réparation, certaines choses, j'imagine, sont peut-être triviales pour vous. D'autres sont peut-être très complexes. Jusqu'où ça va, en fait? Parce par exemple, un écran cassé sur un téléphone, ce qui arrive régulièrement, ça, c'est faisable. Tout à fait, ça c'est très faisable. Okay. Ça c'est un peu notre quotidien. Ouais. Jusqu'où ça va? Aujourd'hui, on va pas faire dans les ateliers qu'on appelle libres, par exemple, tout ce qui va être soudure, micro-soudure sur des cartes mères, parce que ça demande un encadrement assez important. Donc on a des ateliers thématiques qui peuvent porter sur la soudure et de la micro-soudure. Après, voilà, il faut se rendre compte aussi que nous, on laisse pas les gens dans des... Donc voilà, on veille aussi à la sécurité des gens et des biens. Et du coup, on fait attention à ce qu'on peut encadrer. Donc c'est vrai que des fois, on va mettre en place des ateliers thématiques pour des pannes un peu lourdes. Voilà, parce qu'on peut pas voilà, quand on a un atelier libre avec 15 personnes dans l'atelier, si une personne fait de la soudure, une personne installe un système, etc., nous on tourne. Et bon, voilà, la soudure, ça demande un accompagnement, par exemple, qui est permanent. Ok. Bon, évidemment, l'aspect, je veux dire, évident d'une réparation, c'est l'aspect économique. Une réparation, logiquement, c'est quand même moins onéreux que d'acheter un nouvel appareil. Mais il y a évidemment aussi l'aspect écologique. Un appareil électronique, alors ça varie évidemment si c'est un téléphone ou un ordinateur, et le coût écologique, en fait, il est ultra majoritairement à la fabrication. Donc la meilleure solution, c'est de le faire durer. Et comme les petits accidents, ça arrive, la réparation, c'est vraiment un moyen de réduire, on va dire, ce coût écologique par rapport à sa durée. Jusqu'à combien il est raisonnable, on va dire, en termes de durée d'un appareil, on peut le faire durer 5 ans, 10 ans? Alors, c'est là où c'est une bonne question parce que il y a deux choses dedans. C'est que un appareil, donc déjà ça dépend ce que c'est un ordinateur, un téléphone, ça dépend des modèles, ça dépend de plein de choses. Aujourd'hui, un ordinateur portable, sans se fatiguer, on peut le faire durer au moins 10 ans. Après, ça demande aussi une formation sur les usages. Par exemple, Windows fait des mises à jour permanentes pour rendre obsolètes ces machines antérieures. Et c'est pareil pour Mac. Donc, face à ces GAFAM qui ont comme objectif qu'on consomme, nous, il faut aussi modifier nos usages. Donc, il faut être formé. C'est pour ça que, par exemple, on forme à l'utilisation de systèmes d'exploitation libres qui sont plus durables. Et c'est vrai qu'on peut installer sur une machine il y a 15-20 ans même, un système d'exploitation libre et aller sur Internet, faire du traitement de texte que font 80% des gens sans problème. Et voilà. Mais du coup, ça demande d'un côté avoir cette formation à l'usage et de l'autre avoir des pièces. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les constructeurs, ils fabriquent des pièces uniquement sur la durée des garanties de leur machine. Une fois qu'ils arrêtent la vente d'une machine,
ils fabriquent des pièces pendant 2-3 ans, on va dire, en fonction des garanties maximum. Et ensuite, il y a plus de fabrication de pièces. Donc, il faut absolument qu'on ait des pièces d'occasion. Et donc, il faut avoir un maximum de stock. Aujourd'hui, nous, on est la seule recyclerie numérique dans la région. Si il y a de plus en plus de recycleries numériques, on pourrait avoir de plus en plus de stock de pièces et s'échanger ces pièces-là. Ce qui permettrait d'avoir une réparabilité des machines qui est beaucoup plus importante. Et c'est vrai que voilà, c'est les deux aspects pour augmenter. Le facteur limitant, ça va être les pièces en fait à un moment. Autant, effectivement, comme tu as dit, sur l'usage, on peut s'éduquer à une sorte de sobriété numérique et peut-être changer quelques logiciels, systèmes, choses comme ça. Par contre, sur les pièces, il y a un vrai facteur. Si la pièce n'existe pas, on peut pas la fabriquer. Enfin, ça c'est sûr. De toute façon, c'est la limite principale. Après, vraiment, vu que prenons un modèle un peu classique de téléphone. Imaginons sur un iPhone 5. Il y en a eu 1 million vendus dans le sud de la France. Si c'est sur 1 million, on arrive à récupérer le maximum, ben en fait on a toutes les pièces qui peuvent être fonctionnelles sur tous les appareils qui sont en panne, sur tous ces appareils qui sont en panne. Et donc on pourrait prendre un micro fonctionnel, un connecteur de charge qui est fonctionnel, une batterie qui est fonctionnelle, etc. et fabriquer des éléments à partir de toute cette production là. Et ça, c'est vrai que ça demande un réseau. On peut pas le faire tout seul nous. On pourra pas avoir toutes les références parce qu'on a un local qui est limité et on n'est pas dans un entrepôt, donc okay. Voilà. Il y a, depuis le début de l'année, il y a un indice de réparabilité qui est normalement visible dans toutes les bonnes boutiques et qui donne donc un indice sur la réparabilité, sur la facilité à réparer un objet, logiquement. C'est encore un peu tôt pour voir si ça a modifié les comportements d'achat. Par contre, ça donne une indication à l'acheteur, si est-ce qu'il va être capable de réparer lui-même et son appareil. Est-ce que du coup, quel point de vue vous avez vous du coup sur cette donnée en fait? Pour nous, c'est important pour plusieurs raisons. Je vais donner 2 exemples qui vont un peu illustrer cette question-là. Sur un ordinateur portable. Aujourd'hui, on va avoir des ordinateurs portables où tout est concentré dans une seule carte. C'est-à-dire que si votre disque dur plante, vu qu'il est dans la même carte et que ces cartes sont faites à la machine industrielle et qu'on peut pas les réparer, ben en fait l'ordinateur est HS. Si vous avez un ordinateur où on peut le disque dur est séparé, la mémoire vive est séparée, chaque pièce est séparée, et ben l'indice de réparabilité il est beaucoup plus grand parce que ça prend en compte que si vous avez une panne sur une des pièces, et ben juste il faut changer une pièce et l'ordinateur est fonctionnel. Donc ça, malheureusement, on doit faire face. Je prends l'exemple des Chromebooks et de tout ce qui est pas cher là, 350-400 balles. En fait, vous avez une panne dessus, c'est mort, c'est fini. Que ça soit sur n'importe quelle une petite panne, tout est fini. Alors je nuancerai. C'est pas juste ce qui est pas cher, c'est aussi ce qui est très cher aussi. Par exemple, les derniers portables d'Apple, qui sont à plus de 2000 €, sont aussi comme ça, en fait. Donc, c'est pas juste ce qui est pas cher, voilà, c'est pas... Non, oui, j'allais venir d'ailleurs sur l'exemple Apple après, parce que, voilà, sur Apple, il y a le même problème. Et, mais je voulais exemplifier ça aussi sur un téléphone, pour montrer un peu les 2 trucs. Donc sur un téléphone portable, je vais prendre 2 exemples opposés. Vous avez aujourd'hui le Fairphone, qui est un portable où tout se déboîte facilement, etc. On peut changer des pièces sans avoir du matériel comme on a nous, même à la maison on peut le faire. Et on a d'un autre côté, par exemple, je vais prendre le cas de Samsung, qui ont mais c'est une marque comme d'autres, hein. Il y a plein de marques et plein de modèles qui sont pareils, mais je prends un modèle, le S9, on a une petite pièce, le connecteur de charge, là où vous branchez votre téléphone. C'est une pièce qui s'abîme parce que voilà, on branche mal le câble, on tire sur le câble, etc., etc. Le problème, c'est que sur certains modèles, elle va être
connecté derrière l'écran, et c'est-à-dire qu'il va falloir enlever l'écran avec un risque de 95% de le casser et devoir changer l'écran juste pour changer cette pièce. Alors que sur des téléphones, en fait, juste on a 2 vis à enlever, tac, on enlève la pièce et on la remet. Et donc, en fait, c'est hyper important parce que on s'en rend pas compte à l'achat, mais quand on s'en sert, on va abîmer forcément des choses. Et si, pour changer une pièce, il faut en changer 3, voire faut changer carrément l'appareil, oui, ça nous fait des coûts beaucoup plus importants à nous, utilisateurs et utilisatrices, quoi. Donc, l'ASO se développe, la robouterie. Du coup, où est-ce que vous en êtes et quels sont les futurs projets que vous allez mettre en place? Déjà, pour faire un petit retour historique, on a créé l'asso en janvier 2020, juste avant la pandémie. On a pu ouvrir du coup le local uniquement en octobre 2020 et avoir un réel fonctionnement en atelier, du coup pas impacté par les mesures sanitaires à partir de février 2021. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a 8 mois d'ouverture complète. Petite précision, vous êtes au Mazade. Oui, on est dans le quartier des Mazades, donc c'est au Minime, on est à 10 minutes du métro et voilà. Et d'ailleurs, j'allais y venir parce que on est implanté dans ce quartier-là. C'est-à-dire qu'on travaille avec les autres associations du quartier, les associations qui font du social, de la médiation numérique. Nous, notre objectif, c'est de pas faire une chose comme les autres, mais d'être complémentaire dans le quartier. Et donc ça va être un des axes où on va se développer. C'est-à-dire que on va, par exemple, proposer des permanences délocalisées dans les autres associations sociales du quartier pour accompagner aux usages du numérique. On va également, un des objectifs qu'on a, c'est de développer l'offre aux associations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plein d'associations dans Toulouse qui ont des problèmes face à l'usage du numérique, c'est-à-dire que un manque de formation, un manque d'accès à du matériel pas trop cher, etc., etc. Et nous, l'objectif, ça va être avec d'autres associations du numérique, proposer aux associations toulousaines des services pour qu'elles puissent devenir le maximum autonomes avec le numérique et aussi sortir des GAFAM au maximum pour avoir un usage plus éco-responsable du numérique. Okay. Et dans les projets futurs? Et donc voilà, ce projet-là futur est un axe de développement. Et après, on a aussi la volonté de créer une formation qu'on appelle usage éco-responsable du numérique, qu'on pourrait faire à l'extérieur. C'est-à-dire aujourd'hui, toutes nos activités sont concentrées dans notre local. Et demain, ça serait de pouvoir intervenir auprès de collectivités, associations, lycéens, lycéennes, etc., etc., pour faire des formations de différents formats, soit 2 fois 2 heures, soit une journée, 2 journées, pour montrer comment on peut, en pratique, avoir un autre usage du numérique plus sobre et plus sécurisé, plus libre, moins surveillé, etc., etc. Ok, bon, maintenant, on va demander aux gens de se retrousser les manches. Donc, comment faire, du coup, pour vous aider? Vous êtes une asso, j'imagine qu'on peut vous rejoindre et devenir bénévole soi-même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelques petites connaissances, bricolage, ou c'est même pas nécessaire? Alors oui, 2 choses pour nous aider. Première chose, oui, vous pouvez nous rejoindre. On va lancer un accueil des bénévoles. Notre objectif, c'est pas d'avoir forcément les plus geeks, des geeks dans nos bénévoles, mais c'est surtout des personnes qui sont capables d'expliquer, de transmettre, de prendre le temps avec les personnes, d'avoir une posture pédagogique intéressante où on fait attention aussi à qui on parle, comment on lui parle, de pas faire à la place des gens. Voilà, donc on ne demande pas forcément d'avoir des compétences techniques profondes. On demande surtout d'avoir la volonté de transmettre et d'être dans une posture de ne pas faire à la place des gens. Donc ça, c'est le premier axe. Il suffit de venir pendant nos horaires d'ouverture, de nous contacter, nous envoyer un mail, etc., etc. Après, on prend contact et on discute et on se rencontre. Et pour nous aider,
Il y a donc une autre chose, on peut aussi penser à venir nous donner du matériel ou à nous faire des dons financiers pour soutenir l'association. Tout est expliqué sur notre site internet. Adhérer à l'association, c'est aussi une forme de soutien. L'adhésion est de 10 € l'année. Je précise minimum. Après, vous pouvez donner plus si vous voulez nous soutenir plus. Si vous avez 1 million qui traîne. Et enfin, dernière chose pour nous aider, c'est de créer aussi d'autres recycleries numériques. Parce que l'objectif, c'est pas qu'on devienne une méga structure. Nous, on pense plutôt qu'il faudrait à terme, des petites structures dans chaque partie des villes, chaque partie de zone rurale pour en fait récupérer tout ce matériel informatique, le remettre en service avec les gens, leur donner plus d'autonomie, etc. Et donc voilà, nous c'est un peu ça, on appelle les gens à créer d'autres recycleries numériques et on peut se rencontrer pour en discuter aussi avec plaisir. Il y a d'autres associations évidemment à Toulouse. Je les ai pas tout en tête, mais regarde les cafés bricoles qui existent. Voilà, il y a d'autres structures qui ressemblent un petit peu, qui ont un peu la même démarche. Si on a une entreprise et qu'on a un parc informatique un peu vieillissant qu'on doit renouveler, on peut venir vous voir. Tout à fait, on a des conventions de dons professionnelles, on peut récupérer du matériel informatique. Et juste une parenthèse sur les cafés bricoles et les repair cafés, nous on est complémentaires, c'est-à-dire qu'on réoriente parce qu'on a plein de demandes sur l'électroménager et sur le petit électronique que nous on fait pas, et en même temps eux ils ne font pas tout ce qui va être tablette, ordinateur, téléphone. Parce que voilà, il faut avoir d'autres pièces, il faut avoir un local. Et ça, c'est vrai qu'à Toulouse, on est les seuls à avoir un local qui permet d'avoir l'activité qu'on a. Mais on travaille aussi avec la glanerie, avec les autres recycleries plus généralistes. Voilà, l'objectif, c'est de vraiment être complémentaires et de travailler ensemble entre toutes les associations et collectifs de Toulouse. Super, merci beaucoup Rémi. Merci à vous. Et je le fais jamais, mais du coup maintenant je vais le faire, je vais m'habituer à le faire. Donc une fois que vous avez évidemment soutenu la rebouterie, pensez à nous soutenir, nous Zero Waste Toulouse, à adhérer et aussi à soutenir le podcast, mettre des petites étoiles et des pouceaux. Voilà. Rendez-vous le mois prochain. Au revoir.